Vidéo du 11 mars 2024. Vendredi 8 mars dernier, compte tenu du rapide défilement d'événements tous plus inquiétants les uns que les autres, j'avais décidé de réitérer mon action du 12 septembre 2018 à l'Élysée, mais cette fois-ci, le 57 rue de Varennes, Matignon, comme cible, pour rencontrer Gabriel Attal, lui raconter l'incroyable et réelle histoire de la France depuis le 4 octobre 1958, lui dire en face, sans l'insulter ni menacer bien sûr, qu'il était un usurpateur complice nommé par Emmanuel Macron, usurpateur en chef. Le trop court délai entre le 8 et le 12 mars a fait que je n'ai pas eu le temps matériel nécessaire pour monter l'action. Je me rabats donc sur une vidéo qui, sans doute, va marquer les esprits. Amis patriotes, si vous êtes d'accord avec moi, si elle vous convient, n'hésitez pas à la partager. Merci. L'action débute maintenant. Je m'appelle Serge Petit-Demange. Monsieur Gabriel Attal, placé sous l'égide du drapeau blanc de parlementaire, prévu à l'article 32 de la Convention de La Haye le 29 juillet 1899, que la France a signé ce jour-là, pour une entrée en vigueur le 4 septembre 1900, vous ne pouvez m'imposer quoi que ce soit, encore moins tenter tout moyen coercitif à mon encontre, comme l'indique explicitement le mot « inviolabilité » sur l'étiquette que je porte autour du cou, la même que celle que mes compagnons et moi-même portions le mercredi 12 septembre 2018, rue du Faubourg Saint-Honoré. Je me présente librement à vous, sans haine ni rancune, dans le but de vous alerter et vous placer ainsi officiellement devant vos responsabilités. Cet article 32 stipule « est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre en se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l'interprète qui l'accompagnerait. L'emploi au conditionnel présent du verbe du premier groupe « accompagner » sert à atténuer une demande, ce qui démontre que la présence du trompette, clairon ou tambour, porte-drapeau et interprète ne sont pas indispensables pour valider mon statut volontaire de parlementaire dans l'ensemble de ce qui va suivre. Voici les faits indéniables sur lesquels je fonde mes propos à votre égard. 1er juin 1958. Charles de Gaulle est nommé président du Conseil par René Coty, second président de la 4e République. 3 juin 1958, il fait voter une loi l'autorisant à élaborer une nouvelle constitution. Écrite en un temps record, 1 mois et 26 jours, à la va-vite, bâclée diront certains, cette constitution est proposée par voie référendaire aux Français le 28 septembre 1958. Se référant à la déclaration de 1789, titre complet, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, incluse dans son préambule, donc indissociable, cette constitution est adoptée à plus de 82%. Elle fait état, document originel, s'agissant du pouvoir exécutif, page 9152, titre 2, le président de la République, page 9155, titre 3, le gouvernement, s'agissant du pouvoir législatif, page 9156, titre 4, le Parlement, les députés et les sénateurs, s'agissant de l'autorité judiciaire, page 9164, titre 8, de l'autorité judiciaire, dont le président de la République est le garant de son indépendance,
article 64. La Ve République est promulguée le 4 octobre 1958. Elle est publiée au Journal officiel de la République française, numéro 234, du 5 octobre 1958. Empêtré dans les événements d'Algérie, personne ne remarque le non-sens de l'article 65, accentué par le contradictoire article 64. L'article 65 stipule que, tout en étant le garant de son indépendance, le président de la République, chef du pouvoir exécutif, préside le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, organe majeur de l'autorité judiciaire, et que c'est lui qui nomme les 9 membres le composant. Le ministre de la Justice, membre du gouvernement, donc de l'exécutif, est le vice-président de droit. D'après le Larousse, pourvu en définition précise par les immortels de l'Académie française, présider signifie diriger les travaux. Diriger les travaux du Conseil supérieur de la magistrature, c'est commander les membres qui le composent. Et si, accentuant le non-sens, ces 9 membres de l'autorité judiciaire sont nommés par le président de la République, chef du pouvoir exécutif, il est aisé de conclure, sans conteste possible, que la séparation des pouvoirs a été violée. L'article 16 de la Déclaration de 1789, référencé, je le rappelle, dans le préambule de la Constitution, dit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Dans la hiérarchie des normes, chère à M. Hans Kelsen et sa pyramide, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est supérieure à la Constitution. Pour être plus précis, l'existence de la Constitution du 4 octobre 1958 est subordonnée au respect de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. L'article 65 de la Constitution originelle est soumis au respect de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. L'entrée en lice de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, découlant de l'aberration de l'article 65 de la Constitution, rend mort-née la dite Constitution du 4 octobre 1958. Je rappelle que je suis sous statut de parlementaire, placé sous l'égide du drapeau blanc de la Convention de La Haye. Charles de Gaulle a donc fait voter la loi constitutionnelle. La Ve République est née le 4 octobre 1958. La Quatrième République disparaît le même jour et avec elle le statut de président du Conseil, confié à Charles de Gaulle le 1er juin 1958 par René Coty. Le 4 octobre 1958, René Coty ne nomme pas Charles de Gaulle Premier ministre, comme le prévoit l'article 8 de la Constitution de la Ve République. Charles de Gaulle ne peut en aucun cas se prévaloir de la fonction de président du Conseil, qui est une fonction de la Quatrième République. Le 21 décembre 1958 a lieu le scrutin indirect s'agissant d'élire le prochain président de la République. Charles de Gaulle remporte le scrutin au premier tour avec plus de 78% des voix. Mais il n'est pas encore président de la République, le Conseil constitutionnel n'ayant pas validé les résultats. Ce sera fait le 8 janvier 1959, jour de la démission de René Coty. Entre le 4 octobre 1958 et le 8 janvier 1959, statutairement parlant, Charles de Gaulle est un citoyen lambda. Pourtant, le 22 décembre 1958, dans la plus grande illégalité, dans la plus totale illégitimité, le simple citoyen Charles de Gaulle produit l'ordonnance numéro 58-1270 qui, en son article 5, place les procureurs de la République
élément de l'autorité judiciaire, sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice, sous l'autorité du pouvoir exécutif. Au cours du 4e trimestre de l'année 1958, Charles de Gaulle viole à 2 reprises la séparation des pouvoirs, actionnant d'office l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. En raison de l'article 65 de la Constitution originelle du 4 octobre 1958, la France n'est jamais entrée dans l'ère de la Ve République. Et si cela était encore nécessaire, l'ordonnance numéro 58-1270 du 22 décembre 1958 donne le coup de grâce. Je ne m'attarderai pas sur le décret numéro 2016-1675 du 5 décembre 2016 créant l'inspection générale de la justice qui place l'autorité judiciaire, du moins ce qu'il en reste, après l'ordonnance numéro 58-1270 du 22 décembre 1958, auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Le 23 mars 2018, 1 an, 2 mois et 23 jours après son entrée en vigueur, le Conseil d'État annulait l'article 2 en ce qu'il incluait la Cour de cassation, constituant une éclatante reconnaissance de la violation de la séparation des pouvoirs, donc de l'absence de constitution, commise par le Premier ministre Manuel Valls, sans que le président de la République de l'époque, François Hollande, n'intervienne, lui qui était pourtant le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Malheureusement, en l'absence de constitution le 1er janvier 2017 au 23 mars 2018, le Conseil d'État n'avait pas d'existence légitime pour décider de quoi que ce soit. Heureusement pour la France, la réelle et originelle disparition de la Constitution du 4 octobre 1958 fait que sa situation est on ne peut plus limpide. Limpide, oui, mais aussi une proie facile pour la franc-maçonnerie spéculative qui s'est emparée des directions de toutes les institutions de la République ainsi que les organismes sociétaux français. À vous maintenant, monsieur Attal. En vous appelant monsieur et non monsieur le Premier ministre, je ne cherche pas à vous manquer de respect. Ce serait puéril de ma part, et surtout inutile pour ce que j'ai à vous dire. Force est d'admettre que, sans constitution, toutes les élections, présidentielles, législatives, régionales, départementales, communales, prud'homales, consulaires, européennes, sont toutes illégitimes. Tombant sous le coup de l'article 433-12 du Code pénal, Emmanuel Macron usurpe la fonction de président de la République depuis sa première élection le 7 mai 2017, usurpation réitérée le 24 avril 2022, accentuée par une fraude électorale flagrante que j'ai dénoncée, portant plainte contre lui près la Cour de justice de la République, qui a estimé ne pas devoir poursuivre. À propos de son élection de 2017, le 12 septembre 2018, commandant une délégation de volontaires placés sous l'égide du drapeau blanc de parlementaires, déjà il y a 5 ans et demi, je me suis rendu à l'Élysée pour procéder à l'arrestation d'Emmanuel Macron et le conduire devant un officier de police judiciaire pour usurpation de fonction, délit puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Sa police politique en armes nous en a empêchés, ce qui a déclenché une plainte pour violation du droit international près la Cour pénale internationale de La Haye. Les paroles passent, les vidéos et les écrits restent. Je reviens à vous. Il vous a nommé Premier ministre le 9 janvier 2024. Usurpant la fonction de président de la République, il a fait de vous et de l'ensemble de votre gouvernement, mais aussi de messieurs Édouard Philippe et Jean Castex,
ainsi que Mme Elisabeth Borne et leur gouvernement respectif, des usurpateurs par complicité. Pour une bonne compréhension de votre situation, j'admets le temps nécessaire que la Constitution existe. L'article 20 dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et qu'il dispose de l'administration et de la force armée. Quant à l'article 21, il dit que le Premier ministre, vous, Monsieur Attal, dirige l'action du gouvernement. Outre le fait que cet article précise que vous êtes responsable de la défense nationale, votre fonction de chef de gouvernement, dirigeant l'action du dit gouvernement, fait que vous disposez de la force armée, police, gendarmerie et armée. Il y a quelques jours, vous vous êtes sérieusement accroché avec Emmanuel Macron, le traitant d'inconscient suite à ses décisions dictatoriales concernant le conflit ukrainien. Là, je vous dis bravo. Macron vous a dit « Tu feras ce que je dis, tu fermes ta gueule et tu dis à l'autre con de faire ce que je dis », en parlant de Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. L'article 15 dit que le président de la République est le chef des armées. Lors des premiers mouvements des Gilets jaunes en 2018, Macron avait demandé à ce que l'armée tire sur les manifestants non armés. Une volonté d'assassinat de masse. Les institutions de la République française, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire et l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate par la Commission européenne, présidée par Mme Ursula von der Leyen, en aucun cas par la Fédération de Russie et son président, M. Vladimir Poutine. Le conflit ukrainien est né de la violation des accords de Minsk par l'OTAN et l'Union européenne. François Hollande et Angela Merkel n'ont-ils pas reconnu qu'il n'avait jamais été question de respecter ces accords, qui n'existaient que dans le but de gagner du temps pour remilitariser l'Ukraine? Demain, 12 mars 2024, Macron va demander l'accord de l'Assemblée nationale pour l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Monsieur Attal, vous et votre gouvernement risquez d'être impliqués dans un conflit majeur, peut-être mondial, dont votre remarque à l'égard de Macron prouve votre désapprobation. Seulement voilà, vous êtes le chef du gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Macron vous mouille jusqu'au cou. Il va vous faire porter le chapeau. Sachez que sa copie du bac philo en juin 1995, notée 16 sur 20, avait Machiavel comme sujet. Disposant de la force armée, le cas échéant, c'est vous qui endosserez la responsabilité de son emploi en Ukraine. Grâce aux informations dont je dispose, nous savons maintenant que Macron ne veut pas combattre le président Poutine dans le but de sauver l'Ukraine. Il veut combattre le président Poutine pour son influence grandissante auprès de nos anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest, dont l'oligarchie française corrompue perd son arrogante ascendance, particulièrement depuis 2017. Monsieur Attal, toujours en tant que parlementaire issu de l'article 32 de la Convention de La Haye, je vous demande de mettre un terme définitif aux agissements caractériels d'Emmanuel Macron en faisant procéder à son arrestation dans les plus brefs délais pour un premier chef d'inculpation d'usurpation de fonction. Suivront abandon de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, crime contre l'humanité dans l'épisode Covid-19, fraude à l'élection présidentielle de 2022. Souhaitant que les forces de l'ordre dont vous avez la disposition, dirigées par votre ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui est l'un de vos subordonnés, ne s'interposent pas, ce qui constituerait un acte de rébellion qu'il vous faudrait sévèrement réprimer, vous disposez pour cela de l'armée.
Il en sera tenu compte dans le procès de type Nuremberg qui se dessine. Les éléments juridiques historiques incontestables sur lesquels je fonde mon argumentation font de moi et du mouvement que je dirige depuis plus de 18 ans l'élément incontournable pour le futur paradigme qui se profile à l'horizon des BRICS. Je ne l'ai pas cherché, ce n'était pas le but premier, mais c'est ainsi. Il est de votre sagesse de comprendre où se trouve, non votre intérêt particulier, mais l'intérêt supérieur de notre nation et de son peuple. Je vous remercie.